Donc je vais quant à moi parler de propriété aussi. Donc je rends hommage à ce brio avec lequel cet après-midi toute la journée a été organisée, parce qu'en effet, nous allons passer sans transition de la propriété foncière à la propriété intellectuelle. Donc ça va être l'occasion de présenter l'équipe projet et le projet Common Data qui est intitulé les données de la recherche des deux points des communs scientifiques, point d'interrogation, j'y reviendrai tout à l'heure, et de parler un petit peu, non pas des résultats ni des conclusions, mais en tout cas des questions qui traversent le projet et auxquelles nous sommes parvenus aujourd'hui depuis 2 ans que nous le menons, ce programme de recherche, à travers cette question que je voulais poser aujourd'hui, qui était les données de la recherche, transition numérique ou standardisation scientifique. Alors, évidemment, je vais commencer par présenter le projet Common Data, donc, qui a été soutenu fortement par la MSH Sud, ainsi que par la Fondation Agropolis, l'Université de Montpellier, bien sûr, et le CNRS, puisque j'appartiens moi-même à une UMR, une unité mixte de recherche qui s'intitule Dynamique du droit, et qui est une UMR de droit, ça existe. Et puis soutenu également par le LabEx NUMEV et puis par une école d'ingénieurs qui est l'EPF. Voilà nos partenaires principaux. Et puis ensuite, voilà, on a constitué donc cette équipe, alors sur laquelle je reviendrai plus en détail tout à l'heure, et associé ces partenaires, en fait, parce que bien certaines questions se sont posées à nous et à moi en particulier en tant que juriste. Depuis longtemps que je travaille maintenant sur la question de la valorisation de la recherche scientifique. Alors, en fait, des questions se sont posées parce que l'activité scientifique nécessite le plus souvent la constitution de corpus de données, tant digital que matériel. Digital, des mesures, des enquêtes, des enregistrements, et puis matériel à travers les collections, les ressources. Et après avoir été une facilité dans l'action, notamment pour l'acquisition et la gestion des données, eh bien le numérique s'est également imposé en recherche comme moyen d'analyse puissant des données et est devenu finalement consubstantiel aujourd'hui de nombreuses activités de recherche. Alors ces évolutions, évidemment, sont source d'interrogations, comme je le disais. Interrogations tout d'abord sur les voies et les moyens de la recherche, mais aussi sur le sens de celle-ci, confrontés à l'externalisation de l'acquisition des données, à la massification des ensembles de données, à une ouverture vers la société sous forme, par exemple, de recherche-action participative. Et l'uniformisation numérique de ce matériau de recherche que sont les données, eh bien, interroge alors aussi la segmentation disciplinaire traditionnelle. La possibilité de corpus commun facilite ou faciliterait, sinon imposerait même, l'hybridation disciplinaire et le partage des données ou des modes opératoires, avec l'archivage, l'interopérabilité, le versionnage des données, etc. Par ailleurs, elle contraint à s'interroger sur le sens de ce qu'il convient d'appeler les données, évidemment, de la recherche scientifique. Et puis, une interrogation sur le contexte juridique également, de la constitution et de l'exploitation des agrégats de données scientifiques, et par-delà le socle légal qui peut s'avérer ténu, sur l'éthique même de l'acquisition, de l'exploitation et de la diffusion des données, et sur le statut, enfin, juridique de ces données qu'on appelle les données de la recherche. Interrogation enfin sur la dimension économique des réservoirs de données et de leur valorisation, justement. La question du financement de leur collecte et de leur conservation met en pression leur valorisation marchande avec des enjeux d'ordre patrimonial, de disponibilité, de réservation et de concurrence, mais aussi de valorisation sociétale avec des enjeux de facilitation d'accès en vue d'une extraction d'utilité et de savoir aussi large que possible, et que traduit actuellement la politique d'ouverture de données, la politique Open Data, sur laquelle je reviendrai également tout à l'heure. Alors, à la lumière de ces 3 interrogations principalement, le projet proposé, je dis proposé parce que nous avons changé quelques axes et quelques actions en cours de route, proposait donc un partage d'analyse, en tout cas des pratiques de la valorisation des données scientifiques dans différents champs disciplinaires, l'élaboration d'un instrument regroupant les bonnes pratiques, guide ou plateforme,
Et enfin, une analyse ouverte et prospective des outils juridiques, licences ou autres contrats, qui seraient destinés à assurer la valorisation et le partage des données. Alors, nous avons pour ce faire constitué une équipe, équipe projet, donc, qui regroupe 9 personnes, dont des chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs de recherche dans différentes disciplines. La chimie, discipline qui nous ont semblé significative au regard évidemment de l'objet de notre recherche. Donc chimie, sociologie de la santé, sciences du langage, histoire, économie, agronomie, informatique et électronique des systèmes. Nous avions également 7 institutions qui sont présentes dans le projet, toujours SAT, la SAT Accélère, donc la Société d'accélération de transfert de technologie, l'UM, le CNRS, le LABEX NUMEV, le LABEX CEMEB, environnement, le LABEX Agro et puis donc l'école d'ingénieurs. Et enfin, 2 entités du secteur privé avec la société qui propose des services liés à l'analyse des données dans l'agriculture numérique, qui est la société ITK, et puis l'association Tela Botanica. Donc avec un comité de pilotage également constitué d'idées différentes personnes qui sont ici mentionnées. Francesca Frontini, qui est enseignante-chercheuse en sciences du langage, Sophie Garcia, chargée de valorisation à la MSH, Pascal Cossu, qui était directeur de la Fondation Agropolis, Pierre-Yves Lacour, enseignant-chercheur en histoire, Benoît Humblot, enseignant-chercheur en droit et moi-même. Donc nous avons mis en place cette équipe pour organiser un certain nombre d'actions. Le comité de pilotage a permis en effet la conception, la mise en œuvre d'entretiens avec des responsables de services de valorisation, l'organisation de journées d'études, et puis la conception d'une enquête dont je vais vous parler également. Alors voici donc un résumé des actions qui ont été menées ces 2 dernières années, donc avec un cycle de 6 journées d'études. L'étude des pratiques des chercheurs avec une enquête pluridisciplinaire, et puis, comme je vous le disais, donc des entretiens avec les services. On avait à cœur de rencontrer les services de partenariat et de valorisation, d'aller à leur rencontre et de voir un petit peu comment ils envisageaient les choses du point de vue institutionnel et du point de vue juridique. Et puis, la rédaction, donc l'organisation d'un colloque qui est à venir, et puis la rédaction d'un guide des usages et pratiques. Alors, c'est cette dernière action que nous ne sommes pas sûrs de mener à son terme pour des raisons dont on pourra reparler éventuellement, les questions de méthode finalement, ici, de travail en interdisciplinarité. Je laisse la question ouverte, on y reviendra si vous le souhaitez. Alors concernant, je commencerai par les journées d'études, d'abord pour dire que ces journées ont été organisées selon en fait le cycle des données, c'est-à-dire comment, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une donnée scientifique, si tant est qu'on puisse l'enfermer dans une définition unique. Donc la notion de donnée scientifique a été abordée à travers j'allais dire, l'intervention de plusieurs personnes de disciplines différentes. Une deuxième journée d'études ensuite consacrée à la méthode et à l'intégrité scientifique, notamment quant à l'analyse en big data. Une troisième journée sur le stockage et l'archivage des données de la recherche. Et puis une 4e journée là, sur la disponibilité des données de la recherche avec la question du partage et de la diffusion des données. Une journée d'études ensuite sur les corpus de données et l'octorialité, c'est-à-dire l'octorialité, ce qui constitue finalement la reconnaissance qu'on peut faire ou qu'on peut avoir d'un auteur au sens large du terme. Et puis une journée d'études, la dernière qui a eu lieu au mois de décembre, au début du mois, donc sur l'exploitation économique des données. Donc ces journées, alors je ne sais pas si ça apparaît non, c'est tout petit, mais ces journées d'études ont permis donc, comme la première ici, voilà, de comprendre un petit peu, par exemple, ce qu'on entendait par données en sciences du langage, en biologie de la santé, dans le domaine agronomique, dans le domaine spatial, dans le domaine du point de vue de l'historien, et puis du point de vue du juriste aussi, bien sûr. Donc la question qui était celle de cette première journée était évidemment la question de la scientificité des données. Qu'est-ce que c'est que, est-ce que une donnée elle est scientifique par nature, etc., etc. J'y reviendrai tout à l'heure. Autant de questions passionnantes donc qui ont émaillé cette journée. Également donc la question de la méthode, l'intégrité scientifique et des données.
qui nous a permis d'aborder les questions de méthodes d'acquisition des données dans le big data, en fait, principalement, mais aussi de parler d'intégrité scientifique au regard des méthodes employées aujourd'hui pour l'utilisation des données massives. Et on a beaucoup évoqué, par exemple, la question de la vérité des données. Est-ce que les données contiennent une vérité? Est-ce que cette vérité est transposable? Enfin bref, tout un tas de questions aussi très passionnantes, tout à fait passionnantes. La question du stockage et de l'archivage. Donc là, on souhaitait aborder la question, savoir finalement si quand on stockait, quand on archivait, d'abord quels étaient les moyens techniques qui étaient offerts aux chercheurs, voir un petit peu comment ça se comment ça se mettait en œuvre, notamment avec l'intervention ici du CINES, qui est à Montpellier, qui est un centre universitaire d'archivage des données. Voir comment, donc, du point de vue technique, ça se produisait, et puis voir aussi quelles étaient éventuellement les garanties juridiques apportées à l'archivage et au stockage des données. Donc, je poursuis sur le partage et la diffusion, donc sur la disponibilité des données de la recherche. Finalement, la disponibilité technique et scientifique des données, est-ce qu'on est en train, là, de la question qu'on se posait, c'était de savoir si on était en train finalement de rendre les usages un petit peu universels, au sens où les usages sont effectivement en train de se standardiser. Alors voilà, c'est une des questions qui était là, en tout cas la question de la matinée. Puis l'après-midi, sur la disponibilité juridique des données, est-ce qu'on est aussi en train d'uniformiser finalement le droit autour de la gestion des données de la recherche scientifique? La question du corpus et des données, des corpus de données et de l'octorialité, avec la manière dont on pouvait identifier aujourd'hui les chercheurs dans la constitution des corpus de données, et la manière dont on standardisait aussi actuellement, bien sûr, les moyens d'identifier ces chercheurs. Donc ça, c'était aussi une belle question. Voilà. Et puis, dernière journée d'études qui était début décembre, comme je le disais, mais qui apparaît très mal, je suis désolée, qui relevait, quant à elle, posait la question de l'exploitation économique des données de la recherche. C'est une journée qui nous a beaucoup interrogés, parce que c'est une journée où on a eu du mal à trouver des intervenants pour parler de l'exploitation économique, parce qu'aujourd'hui, on ne réfléchit qu'en termes d'open data. Donc, parler de l'exploitation économique des données, ça a été problématique, vraiment. Donc, on a quand même trouvé des exemples de personnes qui valorisent les données dans le domaine de la recherche scientifique publique, qui plus est, pour nous expliquer un peu justement quels étaient leurs modèles économiques. Voilà, c'est ça qui, évidemment, interroge le juriste toujours, quant à la question de la maîtrise, de la propriété, etc. Voilà, et puis l'enquête Common Data, qui ensuite a été une action importante du programme de recherche Common Data, dans la mesure où c'est une enquête qui s'intéressait à la manière dont les données étaient gérées par les chercheurs eux-mêmes. Donc ici, cette enquête, elle était vraiment destinée aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs, pour les interroger sur leurs pratiques. Elle était, cette enquête, divisée en 3 parties. Première partie sur l'acquisition, la collecte des données. Deuxième partie sur le traitement plutôt technique des données. Et enfin, une troisième partie, justement, sur la question de la valorisation ou de l'exploitation économique des données. Elle était assez longue, elle durait 25 minutes. Et en revanche, elle ne couvrait pas toutes les données. Elle excluait toutes les données dont on pouvait penser a priori qu'elles étaient des données personnelles, et en particulier des données personnelles liées à la santé des personnes, pour des raisons, je pourrais expliquer, mais pour des raisons plutôt techniques. Elle avait une visée pluridisciplinaire, et en ce sens, elle était assez novatrice, parce que en fait, 2 enquêtes ont été menées en France jusqu'à présent, mais exclusivement dans le domaine des SHS. Alors nous, ce qui nous intéressait, c'était d'aller voir un petit peu ce qui se passait dans le domaine des STM et d'interroger un peu les chercheurs
Alors c'est une enquête qui, avec toute la modestie qui est la nôtre, qui n'était qu'une autodéclaration en ligne. Donc ça veut dire évidemment, on interroge les personnes, mais les personnes disent ce qu'elles veulent bien dire, et c'est normal. Autodéclaration avec tous les biais d'interprétation que cela peut supposer lorsqu'on mène une telle enquête. Avec des résultats dont je vais parler rapidement, parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait analysés par notre équipe. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que évidemment cette procédure permettait de garantir absolument l'anonymat des répondants. Alors, le calendrier de l'enquête, très rapidement, l'enquête s'est déroulée au mois de juin. Voilà, vous avez ici le détail, mais enfin, c'est un peu... c'est intéressant pour nous, mais... il s'agit simplement de rappeler un petit peu comment se sont faites les choses, avec une observation des tendances à la réponse à partir des événements qui ont émaillé justement la présentation de l'enquête auprès des différents organismes. Donc c'était intéressant de voir comment ça agissait sur le taux de réponse et sur les moments aussi où les réponses ont été données, bien sûr. Et puis, voilà, on a des résultats qui sont... quantitativement intéressant, mais relativement intéressant quand même, parce qu'une grande communauté a été touchée, comme vous l'avez vu sur la diapo précédente, avec un volume de réponses quand même assez réduit. Alors, 258 répondants, 180 questionnaires complets, parce qu'il y a ça aussi, et puis donc 159 personnes qui répondent à la première question par oui, c'est-à-dire oui, j'ai eu à collecter des données, j'ai eu à traiter des données récemment ou dans le cadre de ma recherche ou de la recherche la plus significative de mon activité. Et donc, avec donc un taux de réponse en valeur absolue de 17% et en valeur relative de 10%. Ces résultats de l'enquête, ça ne sera pas l'objet de ma présentation aujourd'hui, tout simplement parce que nous n'avons pas encore traité les résultats que nous avons reçus il y a deux semaines. Donc nous sommes en train de reprendre les résultats de l'enquête et puis nous en ferons une restitution, je pense plutôt au printemps 2019. Voilà. Alors, ce qui... me semblait être important de dire aujourd'hui, c'est-à-dire finalement en fin de l'année 2018, c'est-à-dire à un moment où nous n'avons pas encore, l'équipe, complètement digéré toutes les informations que nous avons reçues pendant ces 2 dernières années, à travers notamment les journées d'études et puis évidemment à travers l'enquête et les entretiens que nous avons menés donc avec les différents établissements de recherche. Tout n'a pas été digéré, mais donc c'est un peu un work in progress que je vous présente évidemment aujourd'hui. Et ce work in progress, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, il est présenté sous l'angle de cette question. Donc transition numérique ou standardisation scientifique à propos des données de la recherche, donc qui évidemment amène, qui permet quand même aujourd'hui de répondre ou en tout cas de tracer des grandes pistes de réflexion. Alors, à travers le schéma là que je vous propose, il s'agit d'abord de parler de cette fameuse transition numérique et du pari qu'on fait aujourd'hui dans les politiques publiques de la transdisciplinarité, avec une première question qui est celle de savoir si finalement tout est donné scientifique. Alors, ça oblige alors à s'interroger sur ce qu'est une donnée scientifique. Donc ça fait partie des questions qui ont jalonné notre projet. Les données, finalement, et quand on les interroge comme ça, au sens données de la recherche scientifique ou données scientifiques, eh bien, on prend finalement les données comme un matériau de recherche, comme un objet, en fait, comme un matériau scientifique. Et c'est une conception, une acception de la notion de données qui est assez, de données scientifiques, bien sûr, qui est assez courante, en fait. Et on trouve aujourd'hui des définitions, très peu en réalité, mais quelques définitions, alors qui sont très longues, mais qui sont intéressantes, notamment une de l'OCDE de 2007, qui nous dit que les données scientifiques ou de la recherche scientifique, ce sont des enregistrements factuels qui sont utilisés comme source principale pour la recherche scientifique et sont généralement reconnus par la communauté scientifique comme nécessaires pour valider les résultats de la recherche. Un ensemble de données de la recherche constitue une représentation systématique et partielle du sujet faisant l'objet de la recherche. Et puis, plus récemment,
10 ans plus tard, on a la directive, ou la proposition plus exactement, parce qu'elle n'est pas encore adoptée, proposition de directive de PSI 3, c'est-à-dire qui va réformer les 2 directives précédentes sur la politique d'ouverture des données au plan européen, et qui nous dit donc que les données de la recherche scientifique sont les documents se présentant. C'est intéressant de noter qu'ici on est en présence de documents, et ça je trouve que c'est vraiment une bonne chose, de choses qu'on a notamment analysées avec les chercheurs en sciences de l'information et de la communication, qui raisonnent beaucoup à partir du document et non pas à partir de la donnée. Donc documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et des résultats de recherche. Donc, là voilà. Et puis, l'idée qui consiste à faire de la donnée un document est une vision partagée des chercheurs en sciences de l'information et de la communication, comme je le disais, c'est-à-dire qu'ici, on tient compte finalement de ce qu'on a pu constater nous-mêmes, c'est-à-dire de ce que finalement la donnée n'est pas véritablement un objet en réalité. Voilà, donc ça c'est une chose à mettre au crédit, je trouve, des rédacteurs de la directive, la proposition de directive. Les données de la recherche scientifique, ensuite, eh bien, si elles sont prises comme matériaux, il faut alors en faire peut-être, ou en proposer en tout cas des classifications. Classification des données à raison de leur objet, à raison de leur forme, à raison de leur granularité. Alors à raison de leur objet, sur quoi elles portent, c'est-à-dire l'environnement, la santé, etc. À raison de leur forme numérique donc. À raison de leur granularité, ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup quand on parle des données de la recherche scientifique, c'est-à-dire données primaires, données secondaires, données primaires, données brutes, données chaudes, données froides. À raison de leur fonction scientifique, c'est-à-dire à quoi elles servent finalement, les données d'observation, les données expérimentales, les données computationnelles, les données dérivées ou les données de référence. À raison de leur source également, c'est-à-dire par qui elles sont produites, dans quel cadre, dans quel contexte, et puis également à raison de leur capacité à évoluer. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le cadre de la mise en place ou de la mise en œuvre de la politique d'ouverture des données. Ce sont les données dynamiques ou les données statiques. Alors justement, sur ce dernier critère de classification des données, leur capacité à évoluer, la proposition de directive justement propose une définition des données dynamiques comme étant des documents se présentant sous la forme électronique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel. Et puis, la question de la scientificité des données aussi se posait à nous. De ces définitions et typologies, il ressort que le critère principal serait qu'elles sont le résultat d'une production scientifique, c'est-à-dire produite au cours d'une activité scientifique. Donc les données ne naissent pas scientifiques, bien sûr, elles le deviennent par l'effet d'une activité scientifique. Il reste alors à savoir ce qu'est une activité scientifique, bien sûr. Activité dont l'objet est scientifique, point d'interrogation, avec un critère objectif. Une activité fondée sur une finalité scientifique, avec un critère utilitariste. Et enfin, une activité produite et financée par une institution scientifique, avec un critère donc plutôt institutionnel. Il semble plus juste de dire tout simplement que la donnée scientifique ou les données scientifiques sont celles qui sont obtenues ou produites d'ailleurs grâce à une méthode de travail scientifique, donc le critère étant davantage un critère intellectuel certainement à retenir. Voilà pour les données de la science en tant que matériaux de recherche. Et puis, les données donnent lieu aujourd'hui à une science. C'est-à-dire, ici, il s'agit de la question de la science des données, c'est-à-dire de l'utilisation scientifique des données massives. Ça fait partie aussi des questions qui se sont posées, comme je vous le disais tout à l'heure, notamment lors de la journée d'études, de la deuxième journée d'études. La science des données, en fait, repose sur le postulat que toute donnée a un potentiel scientifique. Alors, du coup, grâce à ces technologies numériques, aujourd'hui, il est possible, grâce à la technique en big data, de données massives, donc, d'analyser des données avec un volume important. Donc, c'est la règle des 5 ou 4 ou 5 V selon les cas. Un volume des données, vélocité, variété, véracité et validité des données. C'est-à-dire, donc, dans des volumes importants, avec une vélocité aussi très forte,
très puissante, c'est-à-dire qui permet d'analyser les données rapidement et parfois même en temps réel. La variété des données, alors ça c'est un des critères du big data, et je trouve le plus important, c'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est l'une des grandes difficultés de la technologie, c'est-à-dire que les données collectées sont en général très variées, très diverses, elles sont structurées, parfois non structurées, et de sources donc très différentes, texte, images, son, etc. Et donc leur traitement nécessite de prendre en charge cette diversité. Une question que connaissent bien les data scientists. La véracité des données renvoie quant à elle à la qualité des données collectées. Il ne s'agit pas de dire que les données collectées en mode big data sont nécessairement de qualité, mais de poser que pour produire des résultats pertinents, les données doivent être authentiques et fiables. Quant à la notion de validité, elle rejoint la précédente en ce qu'elle pose la question de la justesse des résultats fondés sur une analyse en big data. Cette question est d'autant plus sensible que l'utilisation de la statistique sur les données à faible densité en information, ce qu'on appelle les infradonnées, mais en grand volume, sert à développer des capacités et des outils prédictifs. Donc on est vraiment dans les prémices de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. La révolution du big data, donc, serait une révolution méthodologique dans la compréhension du réel. Et de l'analyse des données en masse émergent ainsi des grandes tendances dont il serait devenu possible de déduire un certain nombre de vérités. C'est ici finalement la question du continuum épistémique de la science des données qui est alors posée. Une question qu'on a abordée aussi. C'est-à-dire que la science des données est fondée sur la captation ou la simulation de données massives et, comme on l'a dit, hétérogènes. Données qui sont ensuite traitées ou transformées en informations ou connaissances à partir de corrélations entre elles, celles-ci étant ensuite exploitées par des analystes s'appuyant sur les statistiques, le management et la visualisation des informations. Alors, la théorie serait ainsi, selon certains philosophes, la théorie serait ainsi inutile pour réduire la complexité, car le calcul, par l'efficacité des algorithmes, la puissance des machines, la masse des données suffit pour la surmonter. La science des données constituerait donc, de ce point de vue, une rupture épistémologique qui nous fait passer de la science de la mesure à la science de la donnée, données et mesures étant des objets qui ne sont pas tout à fait assimilables. En effet, si la mesure permet de comprendre l'état d'un environnement par la trace laissée volontairement ou involontairement par un phénomène, c'est parce que l'on établit une relation causale entre le phénomène et la trace laissée par lui et mesurée par des instruments. L'enjeu est alors de remonter à l'origine de la trace pour comprendre le phénomène. De ce point de vue, les appareils de mesure appartiennent alors au même continuum de connaissances que les objets dont ils traquent les traces. Rien de tel avec la science des données. Les données qui peuvent être constituées de traces ne peuvent pourtant pas être réduites à des traces. Les données sont surtout des enregistrements formatés et ne sont considérées que dans leur littéralité symbolique. La donnée, ainsi, contrairement à la mesure, peut être alignée avec d'autres données d'origine différente, ce qu'on disait tout à l'heure de l'hétérogénéité des données, et elles peuvent être comparées entre elles grâce à leur formatage commun, c'est-à-dire leur formatage numérique aujourd'hui. Et donc, elles peuvent donner lieu à ce qu'on appelle une co-manipulabilité. Et ça, c'est très important aujourd'hui, parce que la science des données se nourrit justement de ces données, mais alors, ça veut dire que la donnée, plutôt que d'être un matériau en tant que tel, un objet, devient alors un langage scientifique. Les données, donc, comme langage scientifique, ça signifie tout simplement que les données ne sont pas autre chose qu'un langage qui est ici numérique, c'est-à-dire réduit à des 0 et des 1, et qui permet de représenter des informations. En fait, la donnée, ce serait alors peut-être le premier niveau de l'écriture scientifique. Et si l'on se réfère d'ailleurs à la définition technique qui est donnée de la donnée, qui nous est fournie en particulier par l'arrêté du vocabulaire de l'informatique, on perçoit clairement cette idée que donc il s'agit de la représentation d'une information sous une forme conventionnelle destinée à faciliter son traitement. Donc les termes données et information se distinguent, bien sûr. Ils sont exprimés ici
non pas en synonymie, mais simplement pour dire que la donnée, justement, eh bien, c'est une information, mais c'est une information sous une forme différente, c'est-à-dire sous la forme dont on a décidé qu'elle devait être celle-ci, c'est-à-dire une forme conventionnelle, hein, qui fait l'objet d'une convention. Donc, la donnée, c'est donc une information qui a été mise en forme, tout simplement, pour, et c'est ce que dit la troisième partie de cette définition, pour que le traitement soit de cette information soit rendu possible et soit également donc facilité. Autrement dit, donc, eh bien, la donnée, c'est la représentation d'une information et ça traduit très clairement, je trouve, implicitement, mais clairement, que la donnée scientifique, c'est valable pour les données scientifiques, je pense, eh bien, constitue véritablement le langage, hein, un langage, en tout cas, scientifique. Voilà donc, alors, l'autre question qui est la suivante, c'est justement, alors, si les données de la recherche scientifique, ou c'est les informations, ou les connaissances scientifiques, ou les informations scientifiques prennent la forme de données, alors est-ce que l'on peut en déduire que les disciplines, différentes disciplines scientifiques peuvent se parler entre elles, et se parler entre elles évidemment à travers les données. L'interdisciplinarité, mais surtout la transdisciplinarité, repose aujourd'hui sur le pari que les données produites par les uns, chercheurs, associations, administrations publiques, pourront servir aux autres, chercheurs, entreprises, associations. Et pour remplir cet office, il y a lieu alors de mettre en évidence les façons d'appréhender les données, à la fois sur un plan technique, normatif et organisationnel. Donc je passe rapidement parce que le temps passe vite et que pour mettre en œuvre donc ce dialogue entre les disciplines à travers les données, eh bien encore faut-il que les données soient exprimées, qu'elles soient qualifiées, qu'elles soient surtout contextualisées. Ça, c'est un élément qui est souvent revenu dans les échanges que nous avons eus avec différents chercheurs. Et puis enfin, il faut qu'elles soient évidemment aussi identifiées et puis stockées dans des entrepôts. Donc ça, c'est toute la politique en ce moment d'ouverture des données qui est en train de se mettre en place. Et puis, surtout, voilà, la question qui se pose ensuite, c'est la question de les données parlent aux données, mais encore faut-il savoir finalement si ces données sont disponibles. Et quand j'entends disponibilité des données, c'est au plan principalement juridique que je l'entends, c'est-à-dire y a-t-il une propriété ou pas sur les données? Alors, rapidement pour dire tout simplement que le concept de propriété, quel qu'il soit, privé, collectif, etc., est assez peu fin finalement et insuffisamment fin, je trouve, pour appréhender le phénomène de la maîtrise des données et du contrôle des données éventuellement, que la notion de possession est peut-être plus fine, ou la détention des données est peut-être plus fine, et puis que la réutilisation, eh bien, qui est l'objectif du dialogue entre ces données, l'objectif de la politique d'ouverture des données, cette réutilisation, eh bien, conditionne complètement aujourd'hui la manière dont on va acquérir les données, dont on va les stocker, les archiver, etc. C'est-à-dire que la finalité de la réutilisation des données, eh bien, est une manière finalement d'organiser techniquement la manière dont on les acquiert. Et enfin, je terminerai par l'idée que aujourd'hui, les principes de standardisation dans l'acquisition, la collecte, le traitement des données sont des principes qui sont très clairement exprimés par les politiques publiques au plan européen, au plan national, par les 4 principes que vous connaissez, je pense, qui sont les principes FAIR, et qui ont pour objectif donc de permettre de trouver les données, de pouvoir y accéder, de les rendre interopérables et donc réutilisables, comme on le disait, et que cette politique d'ouverture des données aujourd'hui, elle rejoint complètement en plus d'un fort besoin et une forte demande en matière d'intégrité scientifique. Alors c'est intéressant de voir à l'heure où des sites comme PubPeer sont créés et se développent fortement, de voir comment finalement la question de l'intégrité scientifique elle est réappropriée par les chercheurs eux-mêmes, par l'ensemble de la société aussi, et ce qui permet d'ailleurs de dire que et de rappeler que nos institutions ne sont pas forcément très efficaces et présentes
présente un certain nombre de carences et de failles procédurales pour ce qui concerne les questions d'imposture scientifique ou d'intégrité scientifique. Donc on est là rattrapé par quelque chose qui manque certainement cruellement dans nos institutions. Voilà, donc cette politique d'ouverture des données, eh bien, elle rencontre aussi cette forte demande en matière d'intégrité scientifique. Voilà. Donc en conclusion, il reste évidemment encore de nombreuses questions en suspens pour nous. À supposer que les données scientifiques soient vraiment réutilisables, eh bien, on peut se demander, par exemple, quelle sera la responsabilité des chercheurs dans la diffusion de ces données, si elles ne sont pas tout à fait fiables ou lorsqu'elles sont utilisées dans un système expert dit d'intelligence artificielle, par exemple. Autre question qui peut se poser, les chercheurs peuvent-ils, par le biais des contrats, organiser, sinon la maîtrise, du moins le contrôle de leur réutilisation, c'est-à-dire la finalité pour laquelle elles seront réutilisées? Ça me semble être une question importante. Voilà, et d'autres questions encore que je n'ai pas eu le temps évidemment d'aborder, mais je vous remercie de votre attention et j'en profite également pour remercier la MSH Sud d'avoir accueilli ce projet et d'avoir accordé sa confiance à ce projet. Je remercie également la Fondation Agropolis, l'École Polytechnique Féminine et puis mon laboratoire de recherche, l'UMR 5815. Merci. Moi, j'avais une question pour Agnès sur la question de la réutilisation des données que tu citais à la fin. Tu disais en quoi aujourd'hui la question de la réutilisation des données conditionnait finalement celle de l'acquisition des données et donc finalement arrivait à conditionner la réalisation de la recherche elle-même. Je voulais savoir si tu pouvais nous en dire un peu plus là-dessus parce qu'il me semble que c'est une vraie révolution finalement dans ton propos. Alors, sur le plan technique, je pense que c'est assez évident, en fait, cette idée que quand on va organiser la réutilisation des données, il va falloir que techniquement, sur le plan strictement de la technique de stockage, etc., qu'on va réfléchir à la manière dont, techniquement, on va pouvoir la stocker, la rendre accessible, etc. Et puis, donc, sur le plan technique, voilà, c'est sur le plan scientifique que ça interroge, en fait, parce que on en discutait, par exemple, entre nous l'autre jour. Donc, j'étais avec Pierre-Yves Lacour, donc historien, et Francesca Frontini, qui est spécialiste de linguistique computationnelle. Il disait, mais finalement, moi en tant que... Alors, c'est Pierre-Yves Lacour qui parlait, j'essaye de retranscrire sans le trahir, mais il disait, mais moi j'ai besoin, quand je travaille sur un texte, de comprendre ce que dit le texte, au-delà de sa forme, finalement, d'une certaine manière, pour comprendre l'information au plan historique que contient un document. Donc ça veut dire que si, par exemple, le document il est exprimé en ancien français, il fera lui-même la traduction et il n'aura pas besoin de reprendre textuellement le texte dans sa forme la plus pure et originelle, c'est-à-dire dans l'ancien. Enfin, il va faire une traduction lui-même, c'est-à-dire ou en la transcrivant, mais en tout cas, il va faire une traduction. Et le texte qu'il va retranscrire, qui sera lui son archive personnelle en tant que chercheur, s'il la met en accès libre, et elle est susceptible, par exemple, d'intéresser des personnes spécialistes en sciences du langage, qui s'intéressent donc au langage des personnes, à cette époque-là en particulier, par exemple, eh bien, le chercheur en linguistique n'aura pas accès, finalement, même avec la diffusion de cette retranscription, n'aura pas accès finalement au texte d'origine dans sa plus pure intégrité, quoi. Donc ça veut dire que si une archive doit être constituée par l'historien, eh bien, elle doit être constituée dans véritablement son intégrité totale, pour qu'ensuite on puisse l'utiliser pour un autre type de recherche qui utilise, elle, un autre langage scientifique. Voilà. C'est un exemple. Et je pense qu'il y en a plein d'autres. J'ai une question sur les données. Et après une autre question sur la transition. Sur les données, est-ce que vous avez travaillé un petit peu sur le coût des données? J'entends par là, d'une part, le coût énergétique de la constitution et du stockage et de l'utilisation des données, qui me paraît être une des questions majeures pour ce qu'on appelle la transition écologique, et aussi sur ce qu'on perd dans le processus de constitution de ces fers donnés, c'est-à-dire de la datification,
C'est-à-dire tout ce qu'on perd comme information en les rendant interopérables, etc., en termes de sens que l'archive pouvait avoir au départ. Donc, est-ce qu'il y a eu des interrogations là-dessus ? Alors, sur votre première question, non, nous n'avons pas orienté notre recherche dans ce sens, mais c'est évidemment une question très importante et qui ne touche pas que à la question de la donnée scientifique d'ailleurs, et qui touche à l'ensemble des données stockées ou qui est liée même à la question de la circulation des données elles-mêmes. C'est pas que le stockage, c'est aussi la question de la circulation, parce qu'on fait mouliner un certain nombre de serveurs qui, comme vous le savez, sont gourmands en énergie. Donc non, et c'est une question qui n'est absolument... En tout cas, ce dont je peux attester, c'est que c'est une question qui n'est absolument pas abordée dans les politiques publiques d'ouverture des données. Voilà. Ça c'est sûr. Après, c'est vrai que ça mériterait certainement d'être interrogé, mais je pense que ça mériterait de l'être pour l'ensemble de la numérisation de la société de manière générale. L'autre question, c'est... Sur le coût intellectuel. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on perd quand on constitue des données par rapport aux relevés, aux archives, aux relevés de terrain? Qu'est-ce qu'on perd quand on fait, par exemple, les données sur la biodiversité et qu'est-ce qu'on perd en termes d'information? Alors, moi, de ce que j'ai pu en écouter et échanger avec les chercheurs qui non seulement défendent l'idée de la férisation des données et qui la mettent en œuvre, c'est jamais évoqué en termes de perte. C'est toujours évoqué en termes de gain. C'est-à-dire, le gain, c'est le gain de ce qu'elle permet, cette technique de diffusion, de partage, etc. Donc, pour l'instant, on n'a aucune information et les personnes, en général, ne le traitent pas sous cet angle-là, sous l'angle de la perte. Ce qui nous a interrogés, c'est... Et ça rejoint un peu votre question de la perte intellectuelle, en fait, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est finalement ce qu'on pouvait acquérir à l'occasion d'un corpus dans l'analyse d'un corpus de données qui n'a pas été du tout pensé initialement pour l'utilisation qui en sera faite ultérieurement. On pense que c'est un gain, donc comme je le disais, de pouvoir utiliser des choses qui n'ont pas été pensées au départ pour pouvoir être utilisées. Et en effet, on avait abordé un petit peu cette question-là lors de la deuxième journée d'études, c'est-à-dire de savoir finalement si l'utilisation des données qui ont été conçues pour autre chose, mais l'utilisation à d'autres fins ensuite, eh bien, ça n'était pas de nature tout simplement à entraîner une dérive, mais une dérive, j'allais dire, plutôt scientifique. C'est-à-dire que, et on avait comme exemple qui était donné par Ghislaine Filatro, qui était une chercheuse de l'INSERM, qui travaille aujourd'hui sur les questions d'intégrité scientifique à l'INSERM, et qui avait beaucoup travaillé elle-même auparavant sur la question des données bibliométriques. Et elle avait vu la progression, l'évolution qu'il y avait eu dans la constitution des grandes données bibliométriques et comment ces données bibliométriques avaient été par la suite réutilisées pour les fins que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les mesures, les évaluations du facteur d'impact, etc. Enfin, toutes les outils dont on s'est doté pour évaluer un certain nombre de politiques publiques, dont la politique de la recherche en particulier. Donc voilà comment des données qui avaient été constituées au départ pour une toute autre raison avaient été réutilisées. Donc est-ce qu'on a perdu, est-ce qu'on a gagné? On a perdu certainement d'un côté parce que la vérité que contenaient ces données, eh bien, elle a été perdue d'une certaine manière pour produire une autre vérité, mais qui est instrumentalisée à d'autres fins. Et c'est vraiment ça, pour moi, la question scientifique principale dans la réutilisation des données. Et ça, c'est une question qui n'est jamais abordée. Et pour avoir assisté à un certain nombre de conférences, de colloques organisés, il y en a beaucoup aujourd'hui organisés autour de la férisation des données, donc c'est une question qui n'est jamais abordée. Si je peux rebondir sur la question que vous posiez, puisque moi je suis géographe et il y a un certain nombre de bases de données historiques, par exemple constituées par Météo France, qui ont été réalisées. Et pour répondre à votre question, la question de la perte est abordée sous l'angle des métadonnées, c'est-à-dire la défense qu'une donnée n'existe pas en elle-même,
mais que pour constituer ces grandes bases de données dont on a besoin pour réaliser des longues études diachroniques, on a besoin d'une normalisation, mais on est conscient qu'il y a une perte d'informations, et l'approche est de dire qu'elle peut être compensée par associer à la donnée toujours la métadonnée sur la manière dont elle a été constituée, créée, dont elle a été validée et fiabilisée pour être articulée avec des données plus récentes, et poser la question méthodologique qui me paraît centrale de l'anachronisme. Dans quelle mesure, effectivement, pour comparer des données d'époques différentes, on est forcément confronté à la question de l'anachronisme et des marges d'erreur. Donc c'est la donnée associée à la métadonnée et à un degré de fiabilité qui permet de finalement formuler cette notion de perte. Est-ce que je peux continuer ? Les métadonnées, parce que je ne l'ai pas abordé tout à l'heure trop rapidement, c'est-à-dire c'est toute la question de la contextualisation, effectivement, qui est absolument nécessaire quand on décide d'organiser un stockage, un archivage de données pour ensuite en permettre la réutilisation. C'est effectivement la contextualisation par l'ajout des métadonnées. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose qui est organisé aujourd'hui, véritablement. Enfin, je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire, mais c'est par rapport à cette notion de transition. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que les trois exposés, chacun dans leur champ spécifique, montrent bien que le terme sert à rien et que voilà, qu'il n'explique rien, qu'il n'a aucune vertu analytique. Par conséquent, il faut trouver autre chose pour décrire la réalité. Donc, vous l'avez montré de façon assez claire. Non, désolé pour les organisateurs de la journée. Je sais bien que c'est un mot chapeau qui permet de... Non, mais on l'a vu dans les... Je reviens pas, même y compris dans le dernier exposé, où c'est transition numérique ou standardisation scientifique avec point d'interrogation. On voit bien quand même que l'exposé penche du côté de la deuxième option. Donc voilà, en termes analytiques, dans chacun des champs concernés, alors il faudrait voir dans d'autres champs, mais à mon avis, transition énergétique, c'est pareil, ça veut rien dire, puisque ça laisse supposer qu'on a changé d'une forme d'énergie à une autre, alors qu'on a un empilement et un mix énergétique qui se transforme. Bref, voilà, chaque champ montre bien que le terme ne sert pas à grand-chose dans son champ spécifique. Et après, ce qui devient intéressant, c'est que le terme, il est quand même employé de façon massive actuellement et sans qualificatif. Alors, on pourrait dire que la transition, c'est déjà une alternative à d'autres termes qui sont totalement dévalués, comme modernisation ou progrès. En gros, c'est à ça que ça sert, ça remplace. Mais ce que je trouve frappant, c'est que modernisation, au moins, modernisation et progrès, comme transition, le point A, le point de départ, il est fictif. Bon, ça, on est bien d'accord. Après, le point B, il était moins fictif. Dans progrès, c'était la société occidentale, en gros. Transition, c'est beaucoup plus implicite, beaucoup moins évident. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a une espèce d'inversion de sens. C'est-à-dire qu'a priori, une transition, c'est aller d'un point A à un point B. Tandis que là, ça devient un état, en fait, la transition. Donc et là, ça a un vrai sens, mais c'est un sens politique, c'est-à-dire on est vraiment dans cette logique du mouvement permanent, néolibéral, etc. Mais je trouve frappant cette inversion de sens du terme de transition par le fait qu'on lui enlève tout qualificatif, et que d'ailleurs, si on lui met un qualificatif, il n'a pas de sens et il ne sert pas à grand-chose, en fait. Voilà, c'est juste un commentaire. Pardon, on peut aller boire un café maintenant. Et je rajouterais juste que c'est précisément pour tirer vers ce type de réflexion qu'on l'avait évidemment proposé comme objet commun. Évidemment, voilà. Non, mais c'était même annoncé dans les messages que vous avez reçus et travaillé ensemble avec les équipes projet. Voilà. Et